Au 25e jour de conflit au Moyen-Orient, malgré les annonces de Washington, le régime iranien tient bon, menant toujours la danse dans le détroit d'Ormuz, infligeant aux pays du Golfe et aux Israéliens chaque jour de nouveaux tirs de missiles et de drones, et nommant, quand ils sont éliminés, de nouveaux dignitaires. Pourtant, Donald Trump annonçait hier à la même heure qu'un accord était à portée de main, un deal négocié par ses envoyés spéciaux, et Téhéran, aujourd'hui, nie catégoriquement avoir échangé, discuté avec les Américains. Alors, qui a vraiment les cartes en main aujourd'hui? De quel pouvoir de nuisance disposent encore les Iraniens? Quel rôle aussi dans tout cela? Des Israéliens mobilisés de plus en plus sur le front libanais. On va évidemment évoquer tous ces derniers développements avec notre invité du jour, c'est Fouad Kourielou. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur notamment de cet ouvrage, Liban, état de survie. On va évidemment commenter ces dernières annonces au Liban dans quelques instants. Mais d'abord, un mot du temps qui passe pour commencer. 25 jours de guerre, ce n'est pas rien pour un conflit qui devait s'arrêter aussi vite qu'il n'a commencé. C'est plutôt mal parti, non ? Alors oui, et puis rien ne dit que ça devait s'arrêter en quelques jours. Ça est la guerre contre la Serbie. Trump l'a dit. Oui, Trump a dit beaucoup de choses. Trump dit tous les jours beaucoup de choses. Et évidemment, la question, c'est est-ce qu'il le dit parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ou est-ce qu'il le dit parce que c'est une stratégie délibérée d'abord de communication envers son propre public, mais aussi pour semer les doutes chez l'adversaire. Donc c'est la grande question, effectivement, que fait Trump? C'est une des inconnues, c'est une des grandes questions de cette guerre. Cela dit, sur la question de la durée, vous savez, la campagne de l'OTAN contre la Serbie a duré 78 jours. C'était en 1999. Les moyens déployés étaient 4 à 6 fois inférieurs à ce qui est déployé aujourd'hui, surtout vu la technologie mise en œuvre. Cela dit, en face, l'Iran a aussi une technologie dont la Serbie ne disposait pas, les drones, les missiles balistiques, les milices qui sont répandues dans le Moyen-Orient et qui tirent également sur Israël, voire qui pourraient menacer l'Europe. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais venant du Liban, je peux vous le dire, il existe des zones au Liban où il y a des stocks de missiles implantés et dirigés par les gardiens de la Révolution. La portée connue publiquement maximale des missiles iraniens est de 2000 à 2500 km. On a vu que ça pouvait aller plus loin récemment. Et ça peut aller à 4000 avec le Diego Garcia. Donc si c'est tiré, si malheureusement, malencontreusement, c'est implanté quelque part dans le nord de la Bekaa, dans les contreforts montagneux où il y a des missiles, puisqu'ils tirent de là-bas sur Israël. Donc s'il y a des missiles à longue portée qui sont implantés là-bas, ce sont des missiles qui peuvent atteindre toute l'Europe. 2500 km, c'est suffisant pour arriver à la lisière des côtes françaises, donc toute l'Italie, la Grèce, toute l'Europe du Sud. 4000 km, alors là, vous arrivez en Angleterre. Les autorités européennes disent, en cas de tir, et c'est notamment après cette frappe ratée sur Diego Garcia, donc qui a quand même pris tout le monde de court et surpris quant à la portée, 4000 km, les autorités ont immédiatement répliqué en disant que ça ne ferait que de simples dégâts très limités au continent européen. Ah oui, mais vous savez, il n'est pas du tout nécessaire de faire des dégâts. Il suffirait qu'un missile tombe quelque part dans la campagne française et je peux vous dire que ça ferait un basculement majeur de toute la perception de ce conflit. On n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas là, heureusement, et j'espère que ce ne sera pas le cas. Ce sont des supputations pour le moment. On espère qu'on n'ira pas vérifier si ça se produit ou pas. En attendant, force est de constater que l'Iran, qu'on a annoncé à maintes reprises anéanti en sa capacité militaire, continue de causer du tort aux Israéliens. On a vu ce matin Tel Aviv avec ses frappes massives. Mais pas que, les pays du Golfe aussi, chaque jour, sont menacés par des drones, des missiles aussi, dont les débris retombent au sol et parfois font des morts. Absolument. On estimait que l'Iran avait entre 2000 et 3 missiles balistiques. Alors balistiques, c'est-à-dire d'une portée suffisante en tout cas, plus un nombre indéterminé de missiles à très courte portée, de ceux qui peuvent porter à 200-300 km, donc tirés à partir des côtes iraniennes, pourraient toucher le Golfe. Mais si on parle des missiles balistiques sur les 2 à 3000, on estime qu'environ 1000 ont été déjà tirés, donc il en resterait entre 1000 et 2000. L'Iran en tire 10 par jour. À ce train-là, il peut tenir entre 3 et 6 mois. Sauf si les frappes s'intensifient ou si on trouve d'autres solutions militaires ou diplomatiques d'ailleurs pour remédier à ce problème-là. Mais le problème est le suivant. L'Iran utilise la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est simple. S'il me reste un missile,
s'il me reste un fusil, je me considère victorieux parce que vous n'avez pas pu m'achever. Et à partir de là, je continue à négocier indéfiniment. Mais le défaut de ce principe-là, c'est qu'il s'applique très bien à un mouvement de résistance décentralisé qui est fondu dans la masse, fondu dans la population. Ça ne s'applique pas très bien à un État centralisé. Donc, si l'Iran veut utiliser ce principe dans la durée, progressivement, le régime va renoncer à être un État. Il va devenir autre chose. Et cette autre chose n'aura pas forcément les moyens dans la durée, d'abord, ni d'avoir une économie, ni d'avoir des revenus stables, ni d'avoir un programme nucléaire, ni de construire des missiles balistiques, ni de subventionner des milices à l'étranger. Donc, c'est une question de souffle. On voit bien que pour le moment, c'est pas le pari qui est fait. Le long terme, on essaye de survivre et d'exister dans l'instant face à la puissance de feu des Israéliens et des Américains. Ça, c'est la réalité. L'année dernière, Israël a visé à pas moins de 50 cibles iraniennes, un déluge de feu, et pourtant le régime islamique continue quand même de répliquer. On vient de le dire, il menace même aujourd'hui l'État hébreu de lourdes frappes en soutien aux Libanais et aux Palestiniens à coups de drones et de missiles. Téhéran qui tient bon et qui rend depuis presque un mois maintenant, coup pour coup. Mais quelle est cette capacité de nuisance réelle? Élément de réponse tout de suite avec Rebecca Martin. Regardez. Au son des sirènes, ces habitants de Tel Aviv courent se réfugier dans l'un des nombreux abris de la ville. Ce mardi matin, cet immeuble a été fortement endommagé par une frappe de missiles iraniens. Une ogive de missile a explosé au niveau de la route. L'explosion a eu lieu au-dessus des véhicules et a creusé un large cratère. Nous estimons la puissance de l'ogive à environ 100 kg. Cette frappe fait partie de la salve lancée sur Israël ce mardi et rappelle la capacité de l'Iran à riposter après plus de 3 semaines de guerre. Téhéran aurait déjà tiré plus de 400 missiles balistiques sur l'État hébreu et continue de frapper différentes cibles de la région, malgré les bombardements incessants menés par Israël et les États-Unis sur ses infrastructures. Il y a quelques jours, Donald Trump se félicitait notamment d'avoir entièrement détruit la marine iranienne. Depuis le début du conflit, nous avons frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran, principalement des cibles commerciales et militaires. Nous avons réduit le nombre de leurs tirs de missiles balistiques de 90% et leurs attaques de drones de 95%. Il ne leur reste plus beaucoup de missiles. Avant le 28 février, l'Iran disposait de plus de 400 lanceurs de missiles solaires et de plus de 1100 canons anti-aériens, mais aussi et surtout de quelques 80 000 drones Shahed. Depuis, Téhéran a appliqué une méthode de salve sporadique sur des cibles stratégiques, lui permettant ainsi de préserver ses capacités militaires tout en épuisant les stocks de ses ennemis. Mais dans cette guerre asymétrique, son arme la plus puissante reste le blocage du détroit d'Ormuz. La simple menace à l'égard des navires qui tenteraient d'y passer suffit à bloquer le trafic maritime et par conséquent à peser sur les approvisionnements en gaz et en pétrole de nombreux pays dans le monde. Compte tenu de notre supériorité et de nos capacités suffisantes, il n'est pas nécessaire de poser des mines dans le golfe Persique et nous utiliserons tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité chaque fois que cela sera nécessaire. Outre la capacité réelle de l'Iran de continuer à riposter sur la durée, l'autre interrogation concerne l'état de ses infrastructures nucléaires et de ses stocks d'uranium enrichi, dont la localisation reste inconnue depuis la guerre éclair de juin dernier. Est-ce qu'il y a encore des inconnus concernant les capacités militaires de l'Iran dont il faille s'inquiéter aujourd'hui ? Alors, il y a une question fondamentale à laquelle on n'a pas la réponse pour l'instant, c'est est-ce que quelque part l'Iran a bricolé les prémices d'une bombe sale, même d'une toute petite bombe sale qu'il pourrait fixer sur un missile et tenter de frapper quelque part au Proche-Orient ou ailleurs. Alors là, on n'a pas d'informations, en tout cas, qui soient du domaine public, du domaine médiatique, mais ce serait une première question. Après, ça, c'est une inquiétude, pardon, vous êtes Libanais, vous vivez au Liban, vous êtes de passage par Paris, est-ce que ça, c'est une inquiétude aujourd'hui au Liban ? La fabrication potentielle de cette bombe sale ? Vous savez, le Liban n'est pas aujourd'hui directement visé par l'Iran, pour l'instant. Mais aujourd'hui, il y a
il y a beaucoup d'autres problèmes que le Liban affronte. Il y a un basculement politique aujourd'hui au Liban. L'ambassadeur d'Iran vient d'être expulsé aujourd'hui. C'est un tournant majeur, ça. Déclaré persona non grata. Le Hezbollah a été déclaré, les activités militaires du Hezbollah ont été déclarées hors la loi il y a quelques jours. Et le Liban le Liban officiel a affiché sa volonté de négocier directement avec Israël. Donc c'est quand même l'État libanais dans son ensemble, ainsi qu'une partie de la communauté chiite implicitement, le président du Parlement Nabi Berri, qui dirige le mouvement Amal, qui n'est pas le Hezbollah, c'est l'autre moitié de la communauté chiite, si vous voulez. Le président du Parlement a clairement donné son feu vert à tout cela, d'abord parce qu'il ne s'y oppose pas, ensuite parce que ses ministres sont membres de ce gouvernement et ne s'y opposent pas, et ensuite parce qu'il visite régulièrement le président de la République et lui exprime son soutien en public de manière régulière. Donc il y a un basculement du Liban officiel dans une autre direction. Alors, à partir de là, est-ce qu'on pourrait arriver à des scénarios dans quelques temps, d'abord d'un choc interne entre le Hezbollah et le reste des Libanais? Et ça, c'est la très grande inquiétude de tous les Libanais en ce moment. Quel que soit le scénario avec Israël, qu'est-ce qui se passera le jour d'après? Et au-delà de ça, est-ce que nous avons des stocks de missiles un peu partout au Liban, implantés par les gardiens de la Révolution? Est-ce qu'il y a parmi eux des éléments je ne sais pas, d'armement sale ou qui puissent exploser ou qui puissent causer un problème dans le pays? J'espère que non. Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas d'informations claires à ce sujet. Et tout ça est noyé pour l'instant dans le brouillard de la guerre, mais ce sont des risques tout à fait réels que nous encourons. C'est ça que tente de neutraliser vraiment aujourd'hui l'armée israélienne, qui a annoncé ce matin officiellement avancer ses pions, avancer ses hommes jusqu'au fleuve Litanie. C'est un tournant important, majeur pour vous, le Libanais que vous êtes? Oui, absolument, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Israël semble vouloir créer une zone tampon et par la suite négocier à partir de cette zone tampon. Donc si le Liban reste divisé au plan interne et qu'il n'y a pas d'unité nationale, si le problème Hezbollah n'est pas réglé de manière claire et nette, ça voudra dire que la division du Liban restera là, et donc nous serons face en fait à des... Ça, il y a beaucoup d'articles qui commencent à sortir dans la presse arabe qui appellent les réfugiés chiites libanais aujourd'hui, ils les appellent les Arabes de 26. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les Arabes de 48, les Palestiniens qui ont fui en 1948, première vague de réfugiés. Deuxièmement, il y a les Arabes de 67, les Palestiniens qui ont fui en 1967 et qui ont été grossir les rangs de la diaspora palestinienne réfugiés dans les camps. Et là maintenant, les Arabes de 26 et les Arabes de 2026, ce sont les Libanais chiites contraints de fuir le Liban Sud à cause des ordres d'expulsion israéliens. Donc là, le problème sera le suivant. D'abord, Israël mettra la main sur cette région, négociera sur cette base. Si le Liban est incapable de négocier et de donner des garanties de sécurité à Israël, eh bien, ce sera une épine dans son dos pour des années. Ce sera un sujet de dissension entre Libanais eux-mêmes, d'ailleurs. S'ajoute à cela la question du Hezbollah lui-même et comment elle devra être réglée en interne sur base des exigences israéliennes. Il faut également voir si Israël, au-delà de cette zone de cette zone tampon, va poursuivre le Hezbollah dans tout le Liban, parce que le Hezbollah est implanté dans tout le Liban aujourd'hui. Et Israël est en train de le poursuivre partout. Et au-delà de ça, il y a des enjeux économiques, mais je dirais que c'est presque un détail à ce niveau-là, c'est que la zone qui fait face, la zone dans la mer, qui fait face à la zone qu'Israël sur laquelle Israël pourrait mettre la main, abrite potentiellement de très gros gisements de pétrole et de gaz. Et ça, c'était un sujet de négociation entre le Liban et Israël il y a 3 ans. Une frontière maritime a été fixée. Si Israël aujourd'hui avance, la frontière maritime devient caduque et Israël met la main sur tout. Et ce sera, quelque part, la faute aussi des Libanais, finalement. On dit que les derniers développements aujourd'hui ravivent au Liban le spectre d'une nouvelle occupation israélienne. Est-ce que c'est un scénario que vous redoutez aujourd'hui ? Alors, occupation israélienne, oui, malheureusement, et avec je dirais une caractéristique différente de celles qui ont précédé, parce qu'en 1978, puis 1982 et jusqu'en 2000, Israël occupait le Sud-Liban, mais les habitants étaient là. Et donc les habitants, eh bien, il y avait une résistance parce qu'il y avait des gens, il y avait une population. Là aujourd'hui, ce qu'Israël veut faire, il le dit clairement, c'est répéter le scénario de Gaza. Pas de retour de déplacés tant que le nord d'Israël n'est pas en sécurité. Ça, c'est le ministre Katz israélien qui le dit aujourd'hui, qui l'assume. Donc le sud sera rasé.
sur quelle profondeur, c'est la question. Et même les régions qu'Israël n'occupera pas directement, on n'est pas sûr que... Les ordres d'évacuation sont sur une profondeur de 50 km pratiquement. Donc c'est beaucoup plus que le Litanie, ce qu'on dit. C'est beaucoup plus que ce qu'Israël annonce lui-même. Et aujourd'hui, il y a le quart de la population libanaise qui est déplacée. C'est 1 million de personnes. Ce sont des chiites, en très grande majorité. Et ils sont dans des régions qui, ne sont pas prêtes à les accueillir, et 2, sont d'une autre coloration communautaire et politique. Donc vous avez une bombe à retardement. Le Liban, aujourd'hui, est une bombe à retardement. Et moi, si je devais synthétiser les choses, je dirais que si le Liban, à un moment donné, ne reçoit pas un appui très ferme de la communauté internationale, de l'Europe, des États-Unis, des Français, je crois que ça va être très problématique pour le pays. Vous n'êtes pas le premier Libanais de passage par Paris depuis le début de ce conflit. On entend beaucoup de gravité dans vos mots, et c'était le cas pour tous ceux qui vous ont précédé ici. Au moment où cette guerre elle a commencé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit aujourd'hui? Au moment où cette guerre a commencé, malheureusement, nous nous sommes dit que ça fait 3 ans que nous revivons le même scénario. Okay? Et à chaque fois, nous sommes contraints de fuir, d'envisager le départ, nous voyons nos vies très très rapidement chamboulées, remises en cause totalement. Cette fois, le sentiment que nous nous sommes dit, c'était que c'était reparti, que ça allait être probablement plus fort. Et plus nous avançons là, je dirais, plus l'inquiétude augmente. Parce que là, nous voyons qu'il n'y a plus de ligne rouge, dans tous les sens du terme. Et nous craignons qu'après une campagne israélienne dont nous ne voyons pas encore les limites de la violence, je dirais, jusqu'où elle peut s'étendre, s'il y a une tentative de briser le Hezbollah partout, ce serait très destructeur. Mais derrière ça, il va y avoir un deuxième problème à régler. C'est que faire du Hezbollah s'il n'est pas totalement détruit, et puis comment accueillir le million de chiites, la population déplacée dans un pays qui a un historique de dissension politique et confessionnelle. Il y a une grande défiance à leur égard aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, non? Et c'est malheureux parce que moi je dirais que en tant que Libanais, je le dis, il faut absolument distinguer entre le Hezbollah d'un côté, le Hezbollah et l'Iran, je dirais, et la population chiite de l'autre. Les chiites sont des Libanais, tout autant que n'importe quel autre Libanais. Et ils ont les mêmes droits que tout le monde, et ils ont le droit d'être là où ils veulent. Okay, donc il n'y a pas de conditionnalité à cet endroit et aucune différence. Le problème, c'est que il y a une partie, en tout cas, du Hezbollah, pour ne pas... aussi parce qu'il ne faut pas cataloguer tout le Hezbollah, qui a aussi un public politique, qui a des supporters. Vous voyez, c'est pas tous les gens qui pourraient être pro-Hezbollah sont nécessairement des gens qui sont pour que les gardiens de la révolution transforment l'Iran en une rampe de transforment le Liban en une rampe de lancement. Ce n'est pas vrai. Donc il faut faire... je dirais que les gardiens de la révolution auraient intérêt à faire l'amalgame Iran, Hezbollah, Liban, chiite, tous mis dans un seul paquet, alors que nous devons, et c'est ce que l'État libanais essaie de faire, c'est ce que le gouvernement essaie de faire, c'est de faire la part des choses, de dire l'Iran d'un côté et on expulse l'ambassadeur, le Hezbollah de l'autre, il doit arrêter ses actions militaires, mais derrière il y a la communauté chiite qui est tout autant otage de la situation que n'importe quel autre Libanais et qui se sent plus visé et qui a dû quitter ses maisons et qui est dans un état qui est aujourd'hui complètement démuni. Donc il faut absolument les soutenir. De détresse totale, ça, on l'a rappelé régulièrement sur nos antennes. J'aimerais qu'on vienne à ce qui se joue en Iran aujourd'hui, parce que tout est parti de là, hein, même si le Hezbollah a décidé de s'élancer dans cette guerre, entraînant le Liban dans cette folie, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Absolument. En Iran, aujourd'hui, le régime est toujours là. On a vu un nouveau Ali Larijani nommé. Il a été éliminé il y a quelques jours. Il y a quelqu'un qui prend sa place aujourd'hui. Il y a un nouveau guide suprême, même s'il reste invisible. Ce régime qui tient bon, qui continue de menacer les pays de la région. Et en face de tout ça, on a un Donald Trump qui nous dit tout et son contraire chaque jour. Ouais. La fin de la guerre, c'est pour demain. On va les anéantir. On négocie. Un accord est à portée de main. Les Iraniens disent absolument pas. Est-ce qu'ils ont les cartes en main aujourd'hui? Est-ce que ce sont eux les maîtres du jeu, les Iraniens? Je dirais que les deux sont un peu,
pris au piège de leur discours. Aussi bien les États-Unis ne peuvent pas reculer avant d'avoir réalisé quelque chose, sinon c'est leur leadership qui en prend un coup. Mais l'Iran également, le régime iranien a coûté tellement cher à sa population, et je peux vous le dire parce qu'on le sait, le régime a vraiment pris une posture idéologique très, très en avant pour continuer à avoir son emprise sur la population iranienne qui rejette le coût économique que ce régime lui impose depuis des décennies. C'est parti de là, les manifestations en décembre dernier, la situation économique en Iran. Absolument, et la répression a été atroce. Donc aujourd'hui, le régime, s'il fait mine clairement de reculer, eh bien, il n'y a plus de limite au recul, à l'effondrement. Donc, mais je dirais, revenons aux fondamentaux. Les États-Unis, depuis 20 ans, ont la même demande. Le programme nucléaire, le programme de missiles balistiques, et les alliés dans la région. L'Iran a systématiquement refusé de répondre à ces 3 demandes parce que c'était pour lui une forme de reddition et qu'il ne pouvait pas accepter ça sur base idéologique. Ce que l'on peut craindre, ou en tout cas envisager, c'est que la décision des États-Unis, c'est de réaliser ces 3 conditions par la force. Et dans ce cas, il va falloir qu'ils y mettent le paquet, et ça peut orienter la prévision des événements à venir. Si on fait l'hypothèse que les Américains ne savent pas ce qu'ils font et qu'ils changent d'avis tous les jours, on arrivera... Vous pensez quoi ? Vous pensez qu'on est en train d'assister à un coup de bluff de Donald Trump, là, qui est en train d'essayer de gagner du temps ? On dit qu'il veut gagner du temps jusqu'à ce que des troupes arrivent jusqu'au Golfe. Il veut aussi faire le jeu du cours du pétrole, calmer les marchés. Vous croyez en cela, vous ? C'est ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est ce qu'il a fait depuis au moins 1 an. On l'a vu tenir toutes sortes de discours, mais avancer de manière inexorable. Et en réalité, depuis le 7 octobre 2023, il y a un processus inexorable en marche qui a commencé à Gaza, puis qui a touché le Liban, puis la Syrie, puis le Yémen, puis l'Irak et ensuite l'Iran. Donc il y a un repli forcé. L'Iran est poussé en dehors de la région et maintenant il est cerné en Iran même. Alors, est-ce qu'il y aurait quand même sur cette base-là est-ce qu'il y aurait une possibilité d'une entente entre les États-Unis et le régime iranien? Il faudrait déjà dire quel régime iranien, parce qu'il faudrait voir s'il y a un leadership qui émerge, qui serait prêt à accepter des conditions. Moi, je vous ai parlé de 3 conditions américaines qui étaient donc le nucléaire, le balistique et les milices alliées. Trump, hier, a parlé de 15 conditions. Donc c'est plus 3, c'est 15. Alors c'est quelles conditions? Est-ce que c'est 3 plus 12 ou c'est autre chose? Donc il monte le prix. Alors dans l'absolu, est-ce que les Américains pourraient traiter... Les Américains ont dit entre autres qu'ils envisageaient également le changement du régime. Mais est-ce que dans l'absolu, est-ce qu'ils pourraient traiter avec un régime qui accepterait toutes leurs conditions, quel qu'il soit, je dirais, est-ce qu'il serait suffisamment pragmatique pour le faire? C'est pas ce qu'on semble entendre là. Pardon? C'est pas ce qu'on semble entendre là. C'est pas ce qu'on semble entendre. Dans l'absolu, ce serait peut-être envisageable, mais la question c'est est-ce que les Iraniens, eux, pourraient le faire? Et s'ils ne le peuvent pas, les Américains seront contraints d'avancer leur pion encore plus. On fait souvent la comparaison, plutôt il faudrait faire la comparaison entre l'Iran et la Turquie, parce qu'elle est assez révélatrice. La Turquie est un régime... le parti au pouvoir est islamiste. C'est un pays très autoritaire. Il y a plus de 10 000 prisonniers politiques. Il y a 80 000 personnes poursuivies en justice pour motifs politiques. C'est un pays qui a une grande tradition d'expansion régionale. C'est un empire comme l'Iran. C'est un pays qui a des bases militaires au Qatar, qui a étendu son influence dans toute la région, qui a une idéologie nationale très forte. Mais la grande différence, c'est que c'est un pays membre de l'OTAN. Et c'est un pays qui répond aux États-Unis. Donc, est-ce que les Américains veulent que l'Iran soit comme cela? Et quel est le prix à payer pour arriver à ça? À qui profite un conflit qui dure? Alors, je dirais déjà que les perdants sont évidemment les populations civiles. Ça profiterait certainement à M. Netanyahou. Est-ce que ça profiterait au président Trump? Ce n'est pas certain. C'est là où il y a la situation un peu plus délicate, parce qu'en fait, le président Trump a 2 contraintes. Il doit gérer le réel et il doit gérer le récit du réel. Le récit du réel, c'est d'abord justifier cette guerre par rapport à sa propre opinion publique, à sa propre population, à l'opinion publique occidentale également, mais à ses électeurs et aux électeurs MAGA. Donc continuer de justifier la guerre. Ça, c'est le récit première partie. Et le récit deuxième partie, c'est l'impact sur l'économie mondiale. Parce que les déclarations de Trump font jouer les cours de la bourse et les prix du pétrole dans l'immédiat. Donc il doit maîtriser les 2. Et c'est ça la difficulté. Il
Fouad Kourielou, un mot aux très nombreux téléspectateurs libanais qui nous regardent chaque jour. Vous qui allez retourner à Beyrouth très prochainement. On a montré ces images de Beyrouth ce matin encore, le sud de la ville, de la capitale libanaise, qui a encore été intensément frappée par l'armée israélienne. Un mot peut-être au Libanais. Écoutez, comme vous le dites, d'abord je rentre au Liban dans quelques jours et il faut tenir absolument parce que nous avons un pays et il faut s'accrocher à ce pays quoi qu'il arrive et malgré tout. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Merci d'être passé par le plateau de Paris Direct. Évidemment.